Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau chapitre sur les transformations physiques en secondes. La question qu'on va se poser dans ce chapitre, c'est pourquoi est-ce que lorsque je mets un glaçon dans un verre d'eau, l'eau qui était dans ce verre s'est refroidie? Quel est le phénomène qui apparaît pour que mon eau soit plus froide au bout de quelques minutes après avoir mis le glaçon dedans? Pour ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que la matière, n'importe quelle matière, existe sous trois formes principales: le solide, le liquide et le gaz. C'est vrai pour l'eau, mais c'est vrai pour n'importe quelle espèce chimique. Et n'importe quelle espèce chimique peut passer d'un état physique à un autre. C'est ce qu'on appelle la transformation physique. Ici, vous avez quelques exemples avec l'azote liquide à température ambiante se vaporise, donc devient du gaz. De l'eau mise dans un endroit très froid va forcément devenir de la neige. Et Olaf, au coin du feu, va fondre. Chaque transformation physique, chaque changement d'état, va avoir un nom particulier. Par exemple, un glaçon qui fond, c'est de l'eau qui passe de l'état solide à l'état liquide. C'est ce qu'on va appeler une fusion. Deuxième exemple, et à vous de jouer, lorsqu'on a de la vapeur d'eau qui va arriver sur la surface d'une vitre et qui va former des gouttelettes d'eau. Qu'est-ce qui arrive? La vapeur d'eau, c'est donc du gaz qui, à la surface de notre vitre froide, va se liquéfier et devenir liquide. On a une liquéfaction ici. Troisième exemple, lorsqu'une bougie s'éteint, la cire va au fur et à mesure se figer et se durcir. Qu'est-ce qui arrive? Ici, c'est une solidification. On est passé de la cire liquide à la cire solide. Ce qu'il faut retenir, c'est que lors d'une transformation physique, les espèces chimiques, donc la nature des molécules, ne va pas changer. On avait de l'eau au début, on aura de l'eau à la fin. On avait de la cire au début, on aura de la cire à la fin. Par contre, c'est l'état physique, solide, liquide ou gaz, qui va lui être modifié. Pour représenter cela, on modélise le changement d'état par une équation. Notre équation, ça va être l'état initial, une flèche modélisant la transformation et l'état final. À chaque fois, on va noter l'espèce chimique et l'état physique dans lequel elle se trouve. Par exemple, notre glaçon qui fond, c'est de l'eau, donc la molécule H2O, dans l'état solide au début, qui va se transformer toujours en molécule d'eau, mais dans l'état, cette fois-ci, liquide. Deuxième exemple, et à vous de jouer, la vaporisation de l'eau. On vous demande d'écrire l'équation de ce changement d'état. Comme d'habitude, vous pouvez mettre pause pour effectuer vous-même cet exercice. Ici, on va avoir de l'eau liquide, contenue dans, par exemple, notre bouilloire, qui va se transformer, d'où la flèche, toujours en eau, mais cette fois-ci gazeux. Donc H2O liquide devient H2O gazeux. Petite chose à préciser, lorsqu'on met du sucre dans de l'eau, on a l'impression qu'il fond, puisqu'on le voit disparaître. C'est totalement faux. Ce qui se passe, c'est que chaque molécule de sucre va se séparer de ses voisines et va se disséminer à un endroit de notre verre d'eau. Donc on va avoir un mélange, et ce mélange, c'est une solution. Donc le fait de mettre du sucre dans de l'eau, c'est une dissolution. Chaque molécule de sucre reste solide au sein de notre échantillon de solution. Par contre, si vous faites du caramel, vous allez prendre du sucre et vous allez le porter à une très grande température. À ce moment-là, chaque molécule de saccharose va passer de l'état solide à l'état liquide et c'est ici qu'on a une fusion. Donc, la différence entre les deux, c'est finalement l'apport d'énergie qui a permis de faire le changement d'état. Tous les changements d'état vont avoir besoin d'un échange d'énergie entre le système, qui change d'état, et le milieu extérieur. Si on passe d'un état physique où les molécules sont rangées et ne bougent très peu, à un état physique où les molécules ont plus d'énergie, peuvent beaucoup plus bouger. À ce moment-là, c'est par exemple le passage de solide à liquide ou de liquide à gaz. À ce moment-là, le système va recevoir de l'énergie depuis le milieu extérieur pour pouvoir faire cette transformation physique. On appelle cette transformation endothermique puisque le système a reçu de l'énergie. Comment on va modéliser ça? On va noter que le milieu extérieur a fourni de l'énergie thermique Q au système. Si au contraire, le système fournit de l'énergie, la transformation est ce qu'on appelle exothermique. C'est-à-dire, si on passe d'un état physique où on a énormément d'énergie, où les molécules peuvent énormément bouger les unes à travers les autres et les unes contre les autres. On passe de cet état-là à un état où les molécules sont toutes rangées et bougent très peu. On voit bien qu'on a enlevé de l'énergie.
Donc ce qui s'est passé, c'est que le système a perdu de l'énergie en donnant cette énergie thermique, cette chaleur Q, au milieu extérieur. Et c'est pour ça que la transformation est exothermique, puisque le système a donné de l'énergie au milieu extérieur. La petite équation à comprendre, c'est que cette quantité-là, Q de chaleur nécessaire au changement d'état, c'est la masse de notre système qui change d'état multipliée par l'énergie massique de changement d'état, L, qui vous sera donnée. Ça veut dire que l'énergie massique de changement d'état, c'est l'énergie qu'il faut fournir pour, par exemple, faire fondre 1 gramme de glaçon. Reprenons notre verre, la quantité de chaleur que l'eau a fournie à notre glaçon, c'est donc la masse du glaçon multipliée par l'énergie massique du passage glaçon à eau liquide. Qu'est-ce qui s'est passé? L'eau a fourni de l'énergie à notre glaçon, ce qui a apporté 2 conséquences. Première conséquence, le glaçon a fondu. Au bout de quelques minutes, on voit bien que le glaçon a diminué de taille. Et la deuxième conséquence, c'est que puisque l'eau a donné de l'énergie à notre glaçon, l'eau a perdu de l'énergie et donc l'eau s'est refroidie. Petit exemple d'application pour tout remettre droit. L'éther éthylique, c'est une molécule qu'on utilise en médecine et lorsqu'on passe un coton imbibé d'éther éthylique sur la main, on a cette sensation de froid. Au bout de quelques secondes, on voit qu'on ne voit plus l'éther éthylique parce qu'il s'est vaporisé. La première question qu'on vous demande, c'est de modéliser la réaction en écrivant l'équation de la réaction, cette transformation physique de changement d'état de l'éther éthylique. Donc, notre système, c'est ce qui va changer d'état. C'est l'éther éthylique, C4H10O. De quoi à quoi il est passé? Dans l'état initial, il était liquide, notre bouteille était liquide, et on l'a versé le liquide sur la main, et au final, c'est devenu du gaz qu'on ne voit plus. Donc, on a un passage de C4H10O liquide à l'éther éthylique gazeux. On a toujours la même espèce chimique avant et après, et seul l'état physique a changé. Deuxième chose, définir le milieu extérieur et le système. On reprend les définitions. Le système, c'est l'espèce qui va changer d'état. Donc le système, c'est notre éther éthylique. Et le milieu extérieur, c'est ce avec quoi on va échanger de l'énergie. Ici, c'est la main, puisque c'est en déposant de l'éther éthylique liquide sur notre main qu'on a effectué le changement d'état. On vous demande ensuite de schématiser le transfert thermique qui a eu lieu. Ici, on est d'accord que l'éther éthylique liquide est passé à l'état gazeux, donc est passé à un niveau d'énergie plus grand. Ce qui s'est passé, c'est que notre système a reçu de l'énergie thermique pour pouvoir effectuer cette transformation qui était endothermique. Puisque notre milieu extérieur a fourni de l'énergie au système, il est normal que le milieu extérieur ait perdu cette énergie, et donc il est normal qu'on ait une sensation de froid sur notre main. Ensuite, on vous demande de calculer l'énergie thermique mise en jeu lors de la vaporisation d'une masse M égale 0,79 g d'éther éthylique. Ici, on a juste à appliquer la formule. L'énergie thermique, c'est Q, notre chaleur, et c'est la masse du système qui a changé d'état multipliée par la chaleur massique de changement d'état qui vous est donnée. Avant d'effectuer le calcul, on vérifie au niveau des conversions. Ici, on a L qui est donné en joules par gramme et M en grammes. On aura donc bien une chaleur Q qui sera donnée en joules. Pas de conversion à faire du coup. Lorsqu'on fait le calcul, on voit que la quantité d'énergie échangée entre la main et l'éther éthylique, ayant permis du coup le changement d'état, est de 300 joules. Cette quantité-là, pour l'instant, elle ne veut pas dire grand-chose, mais vous verrez dans les années plus tard qu'elle est extrêmement nécessaire pour déterminer n'importe quel transfert thermique. C'est par exemple ça qui va nous permettre de dire que finalement, les cellules de notre peau sont descendues de tant de degrés. Ok, donc pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est connaître les noms des principaux changements d'état, passage de liquide à gaz, de solide à liquide et vice-versa. Et savoir donner des exemples dans la vie de tous les jours. Deuxième chose à demander, c'est l'écriture d'une équation de changement d'état, c'est-à-dire notre espèce chimique initiale avec son état physique. Une flèche, savoir que l'espèce chimique à la fin est la même, mais seulement l'état physique a été modifié. Il faut également que vous sachiez différencier les transformations endothermiques, où le système a reçu de l'énergie pour pouvoir passer d'un état ordonné à un état plus désordonné,
et les différencier avec les réactions exothermiques, où là le système a fourni de l'énergie au milieu extérieur pour passer d'un état physique désordonné à un état physique beaucoup plus ordonné. Et il faut que vous sachiez que pour une masse d'un échantillon dont l'énergie massique est L, on aura une chaleur nécessaire pour effectuer un changement d'état de M fois L.